Bonsoir, bienvenue à ce journal, en voici les titres. Environ 25% d'envolées, c'est la performance réalisée dans le trafic aérien au Bénin en 2023. Au départ comme à l'arrivée, les flux de voyage augmentent, signe d'un Bénin de plus en plus attractif. Décoration d'intérieur au marbre granulé du Bénin. On verra la magie créée par ce matériau du Bénin quand il orne les revêtements de sol, sublime les créations design, embellit terrasses, jardins et piscines. Hors du Bénin au Tchad, les transformateurs de l'opposition signent forfait aux législatives prochaines. Effondrement au Kenya d'un immeuble. Aux États-Unis, Donald Trump se met en scène dans un fast-food. Ravi de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. Un chiffre, 24,60%. C'est le chiffre d'une embellie des échanges du Bénin avec le reste du monde en termes de voyages aériens. À l'arrivée comme au départ, les voyages aériens ont augmenté d'environ 25% donc à fin décembre 2023. Le chiffre est publié par la Direction générale du budget de l'État. Précision, Brice Deogracias Menaï. En 2023, le secteur aérien aura connu une avancée significative. Les chiffres révélés par le rapport d'exécution du budget de l'État gestion 2023 soulignent une nette ascension des chiffres du secteur du trafic aérien. Selon ce rapport, le taux de trafic aérien à l'aéroport de Cotonou a augmenté de 24,60% en 2023 comparé à celui de 2022. Plus de 555 000 personnes ont transité par l'aéroport de Cotonou, parmi lesquelles 270 676 arrivées. Du côté des départs, le Bénin a enregistré 284 466 passagers qui ont pris leur envol de Cotonou. Cette intensification du trafic aérien est la résultante des actions telles que la construction des monuments, le développement des infrastructures routières et hôtelières. Des chiffres qui encouragent les acteurs du secteur touristique et hôtelier à travailler davantage pour faire rayonner le Bénin comme une destination de premier choix en Afrique de l'Ouest. Autre univers économique très dynamique au Bénin, c'est la vente en ligne, solution moderne d'achat et de livraison via les plateformes digitales. Si la tendance est irrésistible, ce n'est pas sans risque. Dans le reportage à suivre, nous irons dans les rouages de la vente en ligne, les couacs, les arnaques et le cadre légal. Le dossier est signé Jennifer Sativi, Jean Nombima, Bernard Djogbé. Ainsi démarrent les matinées de Blessing. Depuis 4 ans, la restauratrice observe le même rituel. Elle propose son menu sur les réseaux sociaux et passe à la cuisine. Elle enregistre ensuite les différentes commandes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le dépôt sur ce numéro. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les frais de retrait. J'ai déjà une base de données de clients. Je leur envoie le menu, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est à moi de cuisiner cela, trouver un livreur, leur envoyer le repas pour qu'eux puissent manger. Et le client peut aussi rester dans son bureau, commander à manger sans pour autant se déplacer. Aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise à acheter en ligne. Et ce n'est plus une question d'âge. J'ai connu d'ailleurs une maman de plus de 70 ans qui achète facilement en ligne et n'a même pas de souci à le faire. Donc c'est pour vous dire qu'avec le temps, les habitudes ont changé. Les gens ont plus confiance dans le processus des achats en ligne et c'est ce qui donc facilite la vie à ceux-là qui sont dans le domaine du e-commerce. Malgré les risques d'anarque, le commerce en ligne offre aujourd'hui des garanties de sécurité. Il y en a encore qui n'ont pas forcément confiance en les activités qui sont en ligne. Je peux les comprendre parce que chacun son expérience. Il faut être au courant de comment est-ce que les choses se passent par rapport au code du numérique pour ne pas enfreindre des règles inutilement. Il y a des clients qui réclament des factures normalisées, il faut les faire. Un client peut commander à manger là maintenant. Il dira il faudra que je sois d'abord livré avant de payer. Et puis quand le livreur part, il dit je vais d'abord manger avant de payer. Et 2 jours, 3 jours après, tu le relances, il ne paye pas. La loi a tout prévu parce que des questions de publicité, de prospection, la conclusion de contrat, les questions de vérification de droits de rétractation jusqu'au paiement, tout cela a été prévu par cette loi-là. Seulement, à la lecture, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour les professionnels.
Respecter les normes établies protège le commerçant. Il peut vivre de son activité en toute quiétude. Moi, en tout cas, la vente en ligne me nourrit. Ça, par contre, je vis de ça, en fait. Je ne fais que ça. Honnêtement, ça permet aujourd'hui à une personne qui peut-être aurait été considérée comme sans emploi de pouvoir démarrer une activité rapidement. Et ça, c'est déjà un soutien pour l'économie parce qu'il faudra acheter, s'approvisionner quelque part, payer des taxes, etc. et ensuite revendre les produits. Et également à ce niveau, les taxes interviennent également. Donc c'est forcément un plus pour l'économie et ça permet justement à toutes ces personnes qui sont des jeunes, qui peut-être finissent les études et qui n'ont pas forcément une activité, de se prendre rapidement en main. En Afrique, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives devrait atteindre plus de 35 000 milliards en 2027 contre environ 20 000 milliards en 2022 selon un rapport de l'agence Ecofin. Focus à présent sur la décoration d'intérieur sublimée au Bénin par un matériau local, le marbre granulé, qu'il soit utilisé en revêtement de sol ou pour embellir une terrasse, une allée de jardin ou les abords d'une piscine. Eh bien, cette pépite de la déco est très précieuse. Tenez, le marbre granulé du Bénin est réputé facile d'entretien, imperméable, antidérapant et doté d'une touche esthétique unique. Marbre granulé du Bénin, pépite de la déco intérieure, c'est un sujet signé Alexis Kenom, Ulvaeus Balogun. Dans l'univers de la décoration et de l'aménagement, certains matériaux se démarquent par leur élégance et leur durabilité. C'est le cas du marbre granulé, une matière noble qui séduit de plus en plus pour ses qualités esthétiques et ses possibilités d'application. Le granulat de marbre, c'est des moquettes de pierre qui sont faites du mélange de granulat de marbre et de résine. Le rôle, c'est de faire du revêtement, tout type de revêtement, en intérieur comme à l'extérieur. Ce matériau qui conjugue robustesse, style et polyvalence est de plus en plus utilisé pour la pose de moquettes. Nous avons près de 24 coloris de granulat de marbre et lorsque vous le mettez chez vous, vous êtes sûr qu'avec le temps, il n'y aura pas de changement de couleur. Ça, c'est le premier avantage. Lorsque vous voulez faire du carrelage, vous êtes obligé de faire des joints entre les carreaux, tout ça. C'est un produit qui se pose sans joint. Et par rapport à ça, vous êtes à l'abri des fissures qu'on retrouve souvent au niveau du carrelage. Tous les nerfs, toutes les ramifications nerveuses au niveau de nos organes se retrouvent au niveau de la plante des pieds. Marcher pied et une alture, ça stimule les organes et les organes fonctionnent mieux. Contrairement aux moquettes textiles, cette version est parfaitement adaptée aux zones à fort passage, aux espaces extérieurs et même aux environnements humides. C'est un produit antidérapant. En contour de piscine, il est excellent. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de personnes qui sortent de votre piscine, dès lors qu'ils passent là-dessus, l'eau s'infiltre automatiquement et votre contour de piscine est toujours sec. Le matériau se décline en une large palette de teintes naturelles permettant de jouer avec les couleurs et de créer des motifs personnalisés. Contrairement au revêtement traditionnel, ce matériau ne retient pas la poussière et se nettoie facilement, conservant ainsi sa beauté au fil des années. Trésors locaux, on continue de les mettre en lumière à travers la foire du consommant local du Borgou. Rendons-nous au milieu des stands déployés à l'esplanade du marché Zongo de Paracoupe. Cette foire est ouverte jusqu'au 31 octobre prochain où sont exposés des produits de l'agro-industrie, du textile, de la mode, de la cosmétique ainsi que de l'artisanat. Et si on voyait plutôt un bout par ici avant d'y descendre? Suivons Ikiliru Gunusero et Michael Noati. Ils sont plus de 130 forains venus au-delà du département du Borgou pour la foire régionale du mois du consommant local ici à Paracou. Plusieurs gammes de produits locaux sont exposés ici à l'esplanade du marché Zongo à travers ces 72 stands offerts gratuitement aux forains. Et là, on valorise des encas pour les enfants avec de l'huile d'arachide et des bananes. On a la poudre de baobab, le miel, le bissap et le vinaigre de bissap, du savon à base d'argile rose jaune et de charbon activé. Cette foire du mois de consommant local vise l'accompagnement des entreprises exerçant dans la production et la transformation des produits locaux. L'initiative d'organisation de cette foire
qui permettra d'impulser la production et la consommation locale du Made in Benin et d'encourager les opérateurs économiques à investir davantage dans la production des produits locaux est à saluer. Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement manifestée dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. C'est donc un espace d'échanges commerciaux permettant de promouvoir les produits artisanaux locaux et d'améliorer les revenus des forains. C'est aussi une solution aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois et de valeur ajoutée à l'économie nationale. Consommons local, c'est un choix. Consommons local, c'est un choix préférentiel accompagné d'un sentiment de patriotisme. Consommons local est une tendance nationaliste, régionale et africaine de liberté, d'indépendance et de développement. C'est des produits de très bonne qualité et parlants. C'est pourquoi nous invitons toute la population de Parakou et d'environ à sortir massivement pour visiter nos stands, pour apprécier les potentialités que nous avons ici chez nous, pour acheter et pour consommer sans modération. Pour cette 5e édition, ce mois de consommation local qui s'achève ce 31 octobre prochain est soutenu par la coopération suisse et d'autres partenaires techniques et financiers. Meilleure stratégie et gestion des écosystèmes, bon ciblage des actions et sujets visés par la biodiversité, sur tous ces points, le Bénin fait bonne figure, bon élève en tout cas de la planète à la 16e conférence de la diversité biologique à Cali en Colombie. Le pays a d'ailleurs reçu les félicitations du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. William Tchoki en témoigne ici. Des troupeaux d'éléphants en déplacement dans la réserve de la biosphère de la Pendjari. Des images prises de près. Une distance de fuite réduite au fur et à mesure que ces pachydermes retrouvent leur quiétude. À quelques encablures, un autre Big Five, les buffles. Leur population atteindrait aujourd'hui près de 8000 têtes. Des avancées objet de félicitations décernées au Bénin par le PNUE à la faveur de la 16e conférence des parties sur la diversité biologique à Cali. Et le Bénin a donc reçu les félicitations du PNUE pour avoir pu, à bonne date, formuler ses objectifs et ses cibles nationaux et pour les avoir soumis sur la plateforme mondiale conçue à cet effet. Le Bénin fait partie des 3 pays en Afrique à soumettre ses stratégies et plans d'action nationaux sur la diversité biologique avec des objectifs et des cibles nationaux en lien avec la protection de la biodiversité et la nouvelle politique forestière. La COP16 de Cali, en Colombie, dont l'ouverture officielle s'est déroulée ce dimanche, fait suite à l'adoption du cadre mondial sur la diversité biologique commune Montréal, un nouveau rendez-vous pour faire le point des progrès réalisés, notamment la définition des cibles nationales et la finalisation des SPAN B, les stratégies et plans d'action sur la diversité biologique. William Tchoki, qu'on va retrouver bientôt depuis Cali. Des préoccupations de développement durable évoquées par William Tchoki, passons à l'une de ses clés, l'éducation et la formation des compétences. Allons voir l'examen du certificat de qualification au métier CQM conçu au Bénin. Nous sommes à la 3e édition du CQM à rénover. L'examen a démarré ce lundi 21 octobre. Au lancement officiel à Cotonou, le ministre en charge de la formation professionnelle et celui des petites et moyennes entreprises. Nos reporters Jennifer Sativi, Jules Akoikou aussi. Exercer dans le secteur de l'artisanat au Bénin requiert depuis quelques années une validation importante, celle du certificat de qualification au métier. Après donc la case formation, ces futurs boulangers et pâtissiers passent l'étape ultime, l'examen du CQM rénové qui est à sa 3e édition. Nous sommes parvenus
à transformer ce rêve en une réalité aujourd'hui et nous avons procédé au lancement par les autorités compétentes. Les efforts sont faits d'année en année pour améliorer l'appréciation des performances et renforcer la capacité des artisans qu'on est en train de sortir de la clandestinité ou de l'informel. La 3e édition du certificat de qualification au métier rénové a été officiellement lancée à Cotonou par les ministres de tutelle en présence des autorités locales et administratives. Cet examen, nous l'avons préparé depuis la fin de l'examen dernier et nous pouvons vous rassurer que tout est fait près sur toute l'étendue du territoire national pour que l'examen se passe très bien. Avec les réformes, le gouvernement a voulu conférer à l'examen du CQM le même prestige que tous les autres examens nationaux ont pour favoriser la mobilité de nos jeunes, mais aussi pour que l'État reconnaisse leur expertise et leurs compétences. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 34 000 apprenants sont appelés à plancher dans plus de 139 métiers. La Cour suprême fait sa rentrée sous le thème de la justice administrative, enjeux et perspectives. L'audience solennelle qui consacre cette rentrée s'est déroulée vendredi dernier au siège de l'institution à Porto Novo. Sur les bancs d'honneur, la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, et plusieurs autres personnalités du pays qu'on va découvrir avec Michel Legbe, Nathalie Doris-Olabi. Une cérémonie fort simple, mais empreinte de solennité pour ces gardiens de la loi. La rentrée judiciaire, c'est aussi une occasion pour le président de la haute juridiction de se livrer une fois encore à l'exercice de reddition de comptes. La quasi-totalité des procédures non encore jugées à la Chambre judiciaire date seulement des années 2023 et 2024 à la Chambre administrative. Le stock résiduel ne contient que des dossiers de 2024 enregistrés à partir du mois d'avril 2024. La Chambre judiciaire, qui s'est assignée en début d'année un objectif de reddition de 500 arrêts, en a rendu 602, soit un taux de production de 120,4%. La réforme sur l'opérationnalisation des chambres administratives au niveau des juridictions de fond a insufflé un nouveau dynamisme à la Cour et a amélioré les indicateurs de performance de l'institution. Le procureur général près la Cour suprême, dans sa réquisition, n'a pas manqué de lever un coin de voile sur la thématique de cette rentrée judiciaire. La thématique soumise à notre réflexion en cette rentrée judiciaire, c'est bien la justice administrative, enjeux et perspectives. Elle semble, de mon point de vue, s'inscrire dans la veine de la redevabilité. Du moins, c'est sous ce prisme que je me propose de l'aborder, avec le risque assumé de privilégier la satisfaction des besoins des citoyens au plaisir intellectuel des juristes. Les défis que doit relever la justice administrative doivent avant tout viser à répondre aux intérêts, aux besoins des justiciables. Je puis vous assurer de l'accompagnement du gouvernement à relever ces défis avec vous, chacun jouant pleinement sa partition, car nous devons parvenir ensemble à améliorer la protection des droits des citoyens. Cet appel, je le lance également aux professionnels du droit et aux citoyens à s'engager davantage pour une justice administrative plus efficace et plus accessible. C'est seulement à ce prix que le Bénin pourra caresser l'idée de devenir un pays plus juste et plus équitable. L'affaire de tentative présumée de coup d'État au Bénin continue de susciter des réactions. Le patriarche de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, s'en désole. Jérôme Hongba nous propose ici un extrait de sa déclaration présentée par Arnaud Adadia. Coup d'État du 27 septembre 2024 au Bénin. Une triste réalité. À partir du moment où il y a eu commande de l'opération et versement d'argent conséquent et subséquent, la décision de l'exécution ne dépendait plus de ses commanditaires, autrement elle eût été menée jusqu'à son terme. Cette phase préparatoire typique, voire sui generis du coup d'État en est une caractéristique fondamentale. Ici, il y a déjà même un commencement d'exécution
Certains ont déjà fait leur part du job en payant pour le déclenchement de l'action. Ce qu'il faut retenir, c'est que la providence et la lucidité du président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, ont évité à notre pays un carnage horrible, le premier qui aurait ôté la vie à un chef d'État ici au Bénin. Est-ce donc là tout ce que mérite de nous, Patrice Talon, un tel président, le seul, en 60 ans d'indépendance, qui ait autant accompli à tout point de vue? Bien sûr que non. Tout homme a des qualités et des défauts. L'homme a une vision pour le Bénin et il ne permet pas à des malfrats, sous le manteau d'hommes politiques, d'empêcher, à cause de leurs seuls intérêts, la marche accélérée qu'il s'est imposée pour son pays, notre pays, le Bénin. L'acte de vouloir tuer ou de retirer la vie à autrui est un crime puni par la loi de la République. Le président Talon travaille durement. Pourquoi s'en prendre à lui? Laissons-le terminer. Il a déjà dit et répété qu'il partirait à la fin de son mandat. Si nous ne pouvons pas lui dire de rester, laissons-le au moins terminer. Mais nous sommes un certain nombre à le prier de rester encore 10 ans pour poursuivre et achever son œuvre de reconstruction nationale qui a amené le président Soglo hébété à être admirablement surpris à la vue de ses réalisations à Glodjibé. Je vous demande à votre tour d'aller visiter ce site extraordinaire. Vous changerez sûrement d'avis. Que Dieu veille sur le Bénin et protège notre président. Parlant d'œuvres publiques achevées par le président Patrice Talon, bientôt de nouveaux travaux de réhabilitation du stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou, vont démarrer. En effet, le dernier Conseil des ministres a marqué son accord et autorisé les travaux de réhabilitation du dit stade. Hugues Zinsozouno revient ici sur les enjeux liés à ces décisions du gouvernement. On l'écoute. Encore au nom CAF FIFA jusqu'en 2022, le stade de l'Amitié Mathieu Kérékou a été déclassé par la Confédération africaine de football en juillet 2023. Une situation qui oblige les Guépards à jouer à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Face à la situation, le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres d'une nouvelle réflexion. Il ne vous aura pas échappé que l'adhésion du Conseil des ministres, dans le détail, indique bien, en premier point, la reprise de la pelouse avec du gazon naturel. Donc, c'était le principal point. Et après, il y a quelques aspects accessoires, le terrain d'entraînement, par exemple. Donc, tous ces points sont connus. Ce n'est pas forcément des différences humaines, c'était la qualité, je ne veux pas dire la qualité, mais la durabilité de la réhabilitation intervenue entre-temps, elle n'aura pas été durable. Et donc là, on est parti sur quelque chose qui va nous permettre, nous avons bon espoir, d'avoir un stade dans quelques mois qui soit à nouveau opérationnel, permettre à notre équipe de jouer ses matchs à domicile, afin que nous ayons le bonheur d'aller au stade et qu'ils aient notre chaleur avec tout le soutien qu'il faut. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la réhabilitation du temple du football béninois par une entreprise qualifiée afin de s'assurer que le stade soit définitivement approuvé pour les compétitions de la CAF. La dite entreprise respectera les tests du règlement sur les stades de la CAF édition 2022 qui comprend les besoins d'un stade et définit les exigences minimales à remplir pour qu'un stade soit homologué par chaque compétition de la CAF ou de la FIFA. Sport, on y reste avec les Guépards qui tiennent en échec les éperviers du Togo. C'était dimanche dernier, hier, au stade Kégué de l'OMM7, deuxième journée de compétition du tournoi UFOAB n'a pas permis véritablement aux Guépards d'exulter. Voici le reportage de Igor Ayosso et de Seth Kondji Hospice Métoli. Le derby fratricide Bénin-Togo s'est soldé par un intéressant nul 0-0 avec une victoire au point pour les éperviers si on était à la boxe. Le Togo a été plus fort que nous ce soir et on a pris un point. Voilà, donc ça veut dire qu'on redistribue toutes les cartes, c'est-à-dire que le dernier match de la poule va être déterminant. La seconde période a été très compliquée pour les Guépards avec l'entrée en jeu du jeune Togolais Ouzeroudine Péridja. Très peu réalistes devant les buts, les protégés de Messan
Ameto Kodo semblent avoir grillé leur joker face aux Guépards qui ont complètement déjoué sur le plan offensif. Dommage, aujourd'hui, on a manqué de réalisme. Sinon, l'équipe des U20 éperviers, au cours de nos préparatifs, c'est l'équipe qui marquait plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer, mais on va continuer. Ce n'est pas la fin du monde. Le suspense reste entier dans ce groupe A, tant aucune sélection n'est mathématiquement éliminée, malgré la victoire 2-0 du Ghana face au MENA du Niger. Face aux gazelles du désert, les Guépards devront feuler pour ne pas sortir la calculatrice. Frustré de ne pas avoir joué, pas suffisamment joué. Positionné donc très clairement un schéma de jeu où on devait prendre la possession du ballon. J'aurais souhaité que nous soyons un peu plus maîtres du jeu, donc repartir de derrière. Et donc la pression, le résultat font qu'à un moment de temps, c'est pas ce que j'attendais. Je pensais qu'on allait plus mettre dans la situation et moins subir les rouleaux compresseurs entre guillemets du Togo lorsqu'ils ont récupéré la balle. Et c'est vrai qu'on a souffert. Le second jaune, écopé par Rahman Karim contre le Togo après celui du match face au Ghana, ouvre la porte au gardien de la réserve de Dijon, Kenzo Villon-Guezo. Le beau bébé, formé à Marseille, honorera sa première sélection contre le Niger ce mercredi. On a un deuxième gardien qui est performant, à lui de s'exprimer, mais c'est juste un problème d'état d'esprit, mais il n'y aura aucun problème. Les mecs, ils rentrent dans la partie. Dans ce groupe A, très ouvert, le Ghana est leader avec 4 points, suivi du Bénin, du Togo ayant chacun 2 points et le Niger 1 point. La journée du mercredi sera déterminante pour les 4 nations de ce groupe. Hors du Bénin, 2 jours après l'annonce du maintien des élections législatives et locales au 29 décembre prochain au Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs a annoncé qu'il n'y participerait pas. Au Kenya, un immeuble résidentiel s'est effondré dimanche dans la capitale, Nairobi, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Et puis plus loin aux États-Unis, Donald Trump se met en scène dans un fast-food. On fait le tour de l'actualité internationale avec Estelle Pazou. Au Tchad, le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ne prendra pas part aux élections législatives et aux élections locales qui auront lieu le 29 décembre. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle en a fait l'annonce lors d'une cérémonie de commémoration organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la sanglante répression du Jeudi noir à N'Djamena. Participer dans ces conditions aux élections reviendrait purement et simplement à servir de caution à l'installation de l'apartheid et à un résultat qui est déjà dans les ordinateurs du camp d'en face, a-t-il expliqué. Succès Masra avait demandé le report des 2 scrutins en raison des graves inondations qui ont récemment endeuillé le Tchad, mais aussi pour prendre le temps de réviser les tests électoraux et de refonder les institutions électorales. Un immeuble résidentiel de 8 étages s'est effondré dimanche dans la capitale kenyane Nairobi, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Le bâtiment situé à Kahawa West, un quartier densément peuplé au nord de la capitale, avait été condamné à la démolition, ont indiqué les autorités du comté de Nairobi. Catherine Wanjiku y vivait depuis 7 ans. Le bâtiment s'est écroulé un jour seulement après qu'elle a déménagé. Je ne me sens pas bien parce que j'ai déménagé hier. J'en tremble. Je suis stressée parce que j'ai des amis dont les affaires ont été détruites là-dedans. Never touch. Un employé spécial à la friteuse dans un fast-food de McDonald's en Pennsylvanie. Donald Trump s'est mis en scène dans une opération visant à dénoncer, selon lui, un mensonge de Kamala Harris. Elle a affirmé avoir eu un job d'été chez McDonald's en 1983 quand elle était étudiante. Elle aurait alterné entre la caisse, la friteuse et la machine à glace d'un restaurant d'Alameda en Californie. L'équipe de campagne du républicain n'a apporté aucune preuve de la thèse du mensonge et celle de la démocrate n'a montré aucun élément matériel accréditant ce job d'été chez McDonald's. She never worked here. C'est sur ces images de Commedia dell'arte que prend fin ce journal. Merci pour votre inépuisable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.